bonsoir à toutes et tous. Alors, je suis effectivement professeure de philosophie et je suis ici au titre d'élu local d'opposition à la ville et à l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Et je suis ravie de co-animer cette rencontre avec Léa Chamboncel, avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger quand elle a publié son livre sur la place des femmes en politique et surtout plus de femmes en politique, livre que je recommande d'emblée vivement. Donc quand on le fait à deux voix ce soir, c'est un peu par respect de la méthode de Léa. Alors pourquoi par respect de la méthode de Léa? Parce que ce livre, Léa l'a écrit à partir de l'interview de 59 femmes engagées en politique pour des mandats différents, de députés, sénatrices, mais aussi conseillères municipales ou engagées dans des partis politiques d'âges différents, de partis différents, je crois tous les partis sauf l'extrême droite, donc avec une variation, une grande variété de témoignages, et le livre laisse place à ces témoignages pour voir pourquoi il faut plus de femmes en politique. Donc ce soir, on respecte en quelque sorte cet esprit collégial en vous présentant cette question à deux. C'est un dialogue qui a été très fructueux puisqu'il a permis des allers-retours entre ce qu'on peut savoir très factuellement et puis l'expérience que les unes et les autres vivons dans notre engagement. Alors évidemment, on ne va pas faire le tour de la question en une heure, puis on laissera le temps aux échanges. Notre objectif, c'est d'abord de montrer qu'il y a bien un sujet sur la place des femmes en politique, et donc la question du genre en politique. Qu'il y a une interrogation légitime sur la place qui est réservée aux femmes. On va donc se centrer plus spécifiquement sur la question de l'accès au pouvoir et à son exercice, et cela dans le cadre plutôt français. Car qu'on pourrait élargir, il y a évidemment la dimension internationale qu'on n'oublie pas, mais qui, pour des raisons de dimension de cette rencontre, ne font pas l'objet de notre propos. Donc on va se centrer sur la France, et nous rappellerons tout d'abord qu'en France, l'histoire de la place des femmes en politique, c'est d'abord celle d'une exclusion. Notre démocratie a d'abord été, comme le dit Geneviève Fraisse, et Geneviève Fraisse, je ne veux pas dévoiler le programme, elle sera là aux rencontres de Sophie. Geneviève Fraisse parle d'une démocratie exclusive, d'une république masculine, et c'est bien comme cela que l'histoire des femmes en politique se présente. Nous nous interrogerons ensuite sur la situation présente, actuelle, en nous interrogeant sur les causes qui font que malgré des évolutions, on a encore une situation loin d'être parfaite et satisfaisante. Et puis nous essaierons donc d'examiner ce qui fait obstacle encore aujourd'hui à l'accès des femmes à la politique, à l'exercice du pouvoir, et également, évidemment, nous examinerons les enjeux de cette question. Pourquoi, après tout, pourquoi faut-il plus de femmes en politique? Est-ce qu'il s'agit seulement de réparer une injustice qui exclut les femmes, qui les a exclues depuis longtemps de la place qu'elles méritent d'avoir? Est-ce qu'il s'agit seulement d'ajouter un genre à un autre, de féminiser la politique, ou plus fondamentalement, est-ce qu'il s'agit de changer le rapport que nous avons au pouvoir en dépassant les genres, c'est-à-dire, comme le titre de la conférence de la rencontre l'indique, en la dégenrant pour le bien de toutes et tous. Donc pour commencer, avant de laisser la parole à Léa sur un peu le cadre historique dans lequel on s'inscrit, je commencerai par un petit témoignage, parce que je vais surtout intervenir ici à titre de témoin
comme femme engagée politiquement. J'étais hier soir à une cérémonie des vœux, il y en a beaucoup en ce moment, d'une maire d'une commune de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Une maire, il y en a 3 dans l'agglomération, sur l'ensemble des communes, il y a 3 femmes maires. Et donc il y avait les vœux de cette commune, Aubigny-les-Clouseaux, hier soir. Et lors de cette cérémonie, la parole a été donnée à la première femme conseillère municipale de cette commune. Cette femme, elle a 90 ans. Aujourd'hui, elle est née en 1934. Et elle a été élue en 1971. Elles étaient alors 2 femmes sur l'ensemble du conseil. 1971, elle avait donc vu le droit de vote et d'éligibilité des femmes quand elle avait 20 ans, mais il avait fallu bien des années, c'était 44, on y reviendra, ce droit de vote, mais il avait fallu attendre 1971 pour que la première femme soit élue dans une commune. Aujourd'hui, la commune d'Aubigny-les-Clouseaux, c'est 8000 habitants. Donc, elles étaient 2. Ça n'a pas changé les mandats suivants. Toujours 1, 2 ou 3, pas plus. 1983, elles étaient 3 femmes élues. Et là, le conseil municipal a décidé qu'elles ne toucheraient, les femmes adjointes, ne toucheraient que la moitié des indemnités des hommes adjoints. 1983. Pourquoi? Aucune justification. Voilà, simplement parce qu'a priori, elles en faisaient moins compétentes. Donc, c'est quand même pas très ancien, ce que je vous dis. Et il a fallu attendre, et la maire l'a expliqué, la loi sur la parité, pour que le conseil municipal devienne vraiment un lieu où les femmes avaient toute leur place, touchent les mêmes indemnités, puissent exercer pleinement leur mandat, et depuis 1 an, donc c'est une femme par démission de l'ancien maire qui est devenue maire. Et donc elles ont, au fil de la soirée, évoqué un peu cette frise chronologique de l'histoire qui était vécue dans cette commune, de l'accès aux femmes depuis la loi qui permet que ce soit légal. Donc c'est un peu ça que je vais demander à Léa, dans un premier temps de rappeler. C'est un petit peu cette histoire récente de l'histoire d'une exclusion. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis déjà très heureuse de pouvoir intervenir ce soir. Donc je remercie le comité d'organisation et je remercie aussi chaleureusement Martine Chantecaille d'avoir pensé à moi pour intervenir sur cette thématique. Cela me rappelle de bons souvenirs car effectivement nous avions échangé pour la première fois en 2021 lorsque j'étais à la rédaction, enfin que je rédigeais cet ouvrage. Donc comme tu l'as rappelé, j'ai mené 59 interviews. C'était beaucoup, en assez peu de temps d'ailleurs. Et bien entendu, c'était une enquête, en réalité, une enquête plutôt journalistique. Je suis partie d'une intuition lorsque j'ai lancé cette enquête, d'un sentiment, peut-être un peu pas très objectif à l'époque, qu'il y avait quand même une certaine étrangeté à être une femme dans un monde qui est celui de la politique. Pour avoir depuis très longtemps travaillé et en tout cas observé la vie politique, parce que j'ai travaillé en ambassade, j'ai aussi travaillé dans un cabinet d'affaires publiques et ensuite j'ai travaillé je travaille actuellement en tant que journaliste, notamment j'ai fondé un média avec l'une des cofondatrices qui est ici ce soir, que je salue, Clotilde Lecause, qui revient sur les bancs de l'université, elle aussi. Et bref, tout ça pour vous dire que je suis partie de ce sentiment, et souvent c'est le début d'enquête. On a le sentiment qu'on veut aller chercher quelque chose, qu'on veut mettre des mots sur un sentiment, très souvent. Et donc je me suis dit, quoi de mieux que d'interroger les plus intéressés sur cette question. Donc j'ai lancé cette série d'entretiens avec, bien entendu, une méthodologie assez classique qui consistait en l'élaboration d'une liste de questions que je posais, qui était identique pour toutes mes interlocutrices. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que peu importe leur bord politique, leur âge, mais aussi leur statut social, leur disons aussi connaissance, leur niveau académique, etc.,
Peu importe aussi le degré de responsabilité qu'elles avaient, que ce soit au niveau local, national, mais européen aussi pour certaines, du côté de l'exécutif, plutôt législatif pour d'autres, elles vivaient toutes la même chose. Mais vraiment. Et ça m'a frappée. Ça m'a frappée puisque vraiment cette intuition pour laquelle j'ai commencé à réaliser cette enquête s'est révélée en fait assez juste et assez vraie, effectivement. Il y a une forme d'anormalité à être une femme dans un monde qui n'est pas conçu pour elle, déjà, de manière générale. Mais quand il s'agit effectivement de s'intéresser à la politique, on voit que c'est un milieu exclusif. Cette démocratie exclusive dont parle Geneviève Fraisse que tu as citée, j'aimerais y apporter un autre mot, la compléter, en disant que c'est aussi une démocratie qui est excluante. Puisque effectivement elle est exclusive dans le sens où ceux qui sont à la tête des institutions et qui ont les clés du pouvoir n'ont pas très envie de le partager, vraisemblablement. On le voit d'ailleurs, c'est quand même assez éloquent. Alors que finalement, on a un Premier ministre qui s'est battu pour le non-cumul des mandats, qui dit qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être revenir sur cette mesure. Oh, bon, très bien, intéressant. On voit bien qu'il y a une volonté de garder un précaré et de ne pas le partager. Donc ça, c'est le côté un peu exclusif, effectivement, de l'exercice du pouvoir, mais aussi excluant. Pour la bonne et simple raison, mais on va l'aborder plus en détail au cours de cette discussion, que tout est fait pour ne pas donner envie, en fait. Et ce n'est pas que les femmes, je vais élargir, bien entendu, à toute personne qui est socialement dominée. Le pouvoir est construit de telle sorte aujourd'hui, le pouvoir politique, qu'il n'est finalement accessible qu'à une poignée de personnes. Et c'est assez inquiétant, à l'heure où notre démocratie finalement est quand même très mise à mal, et la France n'est pas la seule, hein. C'est d'autres pays bien entendu voisins et moins voisins ne sont pas épargnés non plus par ce mouvement très réactionnaire que Jacques Rancière nomme la haine de la démocratie. Et cette réalité, hélas, se vérifie et ne s'améliore pas. Dans le sens où on a effectivement mis en place des lois sur la parité pour améliorer la situation et faire en sorte que cette démocratie excluante le soit moins. Puisque, de manière assez naturelle, on se dit toujours que les choses s'améliorent, que le monde va toujours vers plus de progressisme, etc. C'est faux. Et on le voit bien aujourd'hui. Et c'est encore plus faux lorsqu'il s'agit des droits des femmes et des droits des personnes minorisées. J'entends par là que lorsque les lois sur la parité ont été conçues et mises en place, il y a eu effectivement un appel d'air. Sans compter, bien évidemment, on vous passe les détails des boucliers qui ont été levés et de toutes ces voix qui se sont élevées en disant que les hommes étaient sacrifiés. Ah, c'est pas facile. Ah bah oui. Ça a été un moment très traumatisant, vraisemblablement, pour notre classe politique. Et on le voit encore aujourd'hui, puisque, vous le savez bien, lorsqu'il s'agit de décider, notamment quand il y a des alliances de partis, généralement, ce sont que des hommes qui sont représentés, rarement des femmes. Donc c'est sûr que, oui, les hommes ont été sacrifiés avec les lois sur la parité, on en voit les résultats aujourd'hui, c'est catastrophique. Hélas. Petite blague à part, qui n'en est pas tout à fait une. Lorsque les lois sur la parité ont été réfléchies, elles n'ont pas prévu, et je parle plus des scrutins qui ne sont pas les scrutins de liste, puisque ça fonctionne relativement bien sur les scrutins de liste, étant donné que vous ne pouvez pas enregistrer votre liste si la liste n'est pas paritaire. Voilà, donc au moins c'est efficace. Après, sur ce qui est de la répartition des compétences et de la réalité du pouvoir sur l'exercice, du coup c'est pas tant l'accession mais plus l'exercice qui est problématique au niveau local, mais ça Martine saura en parler beaucoup mieux que moi. Là je voulais vous parler des élections législatives notamment. On a pensé que, de manière assez naturelle, à partir du moment où on avait décidé que les partis devaient investir 50% de femmes, 50% d'hommes, ce qu'ils ne font pas, ils préfèrent pour certains payer des amendes. Et puis il y a aussi une autre technique, hein. Parfois il y a ces investitures qui sont effectivement paritaires, mais in fine, les femmes sont placées sur des circonscriptions non gagnables, et puis c'est pas de notre faute si elles sont pas bonnes. Voilà. Et in fine, on se retrouve avec beaucoup moins de femmes à l'Assemblée nationale, sur les bancs de l'Assemblée nationale. En 2017, il y a eu pour la première fois un nombre assez important de femmes à l'Assemblée nationale. C'était dû notamment par des formations politiques plus jeunes qui voulaient effectivement et qui volontairement ont fait le choix de porter des femmes et d'investir des femmes.
Le parti d'Emmanuel Macron, à l'époque, En Marche, avait fait un appel aux femmes en disant qu'il fallait dépasser l'autocensure, blablabla. Enfin bon, toujours cette façon très agréable de nous rappeler ce que l'on doit faire ou non de la part de notre président de la République, et ça avait déjà commencé à l'époque. Néanmoins, ça avait quand même eu un certain nombre d'effets positifs, puisqu'il est vrai que nombreuses femmes que j'ai interviewées qui ont accédé à l'Assemblée nationale à cette époque-là m'ont bien dit et avoué que s'il n'y avait pas eu cet appel, elles n'auraient certainement pas candidaté, elles n'auraient jamais été élues. Donc bien évidemment, après ça, La République En Marche se gargarise d'avoir été le parti qui a permis d'amener énormément de femmes à l'Assemblée nationale, qu'ils sont les seuls à respecter les lois sur la parité, etc. Précisons tout de même qu'il y a un peu d'hypocrisie dans cette annonce, puisque c'était un parti naissant qui ne pouvait pas se permettre de payer les amendes. Voilà. Donc forcément, c'était pas évident. Financièrement, ça les aurait jetés contre le mur, très concrètement. Donc il y avait certainement une volonté politique, je ne la nie pas à l'époque, mais il y avait aussi cette réalité financière que certains m'ont avoué par la suite. Certaines plutôt. Bien. 2022, nouvelles élections, et patatrac. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le nombre de femmes au sein de l'Assemblée nationale recule. Alors on va me dire, oui, mais c'est qu'un petit %. Bon, certes, mais tout de même. C'est quand même assez inquiétant. 2024, puisqu'on aime bien les élections dans ce pays, on remet ça. Et là, le nombre de femmes sur les bancs de l'Assemblée nationale recule encore plus. Donc moi, je me dis, je vais quand même regarder, parce qu'il y a certainement une raison. Ben, figurez-vous que tout parti confondu, ou presque, oui, quasiment tous, ont fait le choix de ne pas forcément investir 50% de femmes. Même le parti de la majorité présidentielle. Et ce qui est très inquiétant, en fait, dans cet état de fait, c'est que d'une part, personne ne semble vraiment s'en alarmer, déjà, et que d'autre part, ça prouve que si l'on ne pousse pas le changement n'arrive pas, et que les lois sur la parité n'ont pas anticipé ce retour potentiel. Il y a ce qu'on appelle en droit, c'est ma formation, en droit public, l'effet cliquet anti-retour. L'effet cliquet anti-retour, ce qui permet, lorsque l'on va dans le bon sens, disons, de prévoir des dispositions légales et des dispositifs juridiques, de sorte à ce que la situation ne recule pas, que ça s'améliore constamment. En l'occurrence, aucun mécanisme de la sorte n'a été réfléchi. On part du principe, lorsqu'il s'agit des droits des femmes et de la place des femmes dans notre société, que naturellement les choses s'améliorent. Et en fait, c'est fou. Et l'exemple est quand même assez évoquant, je trouve. Donc voilà un peu pour dresser le panorama de la situation actuelle et faire un petit point d'édition, puisque l'ouvrage a été publié en 2022 et je n'avais pas encore ces éléments sous la main. C'est important de le rappeler parce que c'est vrai, on a parfois l'impression que c'est réglé en France. C'est-à-dire qu'avec, depuis 1945, il y a eu le premier vote des femmes et que finalement, petit à petit, de manière linéaire, l'histoire a rattrapé ces injustices et finalement, c'est plus un sujet. Si, c'est encore un sujet. Les lois sur la parité, donc ça commence dans les début des années 2000, et pourtant aujourd'hui, donc dans les derniers chiffres, parce que c'est important d'être factuel pour poser un peu le débat, 36% de femmes seulement sont députées. Pourtant, il y a une obligation. Mais l'obligation, elle n'impose pas, enfin les partis préfèrent parfois payer des indemnités, des maladies. Donc 36% de femmes à l'Assemblée nationale, c'était 37,8. 36,2 au Sénat. Alors le Sénat, ça a toujours été de cet ordre-là, enfin. Les dernières élections, c'était un petit peu la même chose. Les maires, 20% de femmes. Les présidentes de conseil départemental, 20%. Présidentes de conseil régional, 31,6%.
Il n'y a que les députés françaises au Parlement européen où on C'est a un scrutin de liste. Scrutin de liste, 50%. Là, on a une parité. Alors, comment c'est possible? Alors, évidemment, les lois sur la parité, historiquement, elles ont fait avancer les choses, c'est incontestable. Avant, à la fin des années 90, il y avait 11% de femmes députées, 6% de femmes sénatrices. Donc, vous voyez, ça fait 25 ans. Les conseillères municipales, c'était 21%, on est à 45%. Conseillères régionales, 26%. Donc avec la loi, on a quand même 3 fois plus de députés, 6 fois plus de sénatrices. Ça a un rôle, mais pas suffisant. On est encore au plafond. Il y a toujours un plafond de verre. Pourquoi? Donc Léa l'a abordé, il y a des mécanismes. Soit parce que la loi n'est pas assez contraignante, donc elle permet que des partis qui ont les moyens payent pour y déroger, et ça pose la question de ces dérogations possibles. C'est un peu comme la loi, vous savez, la loi SRU. Certaines communes préfèrent ne pas respecter la loi sur le logement social et payer des indemnités. Là, pour les femmes, c'est pareil. Les partis politiques préfèrent payer et présenter plus de candidatures masculines. Et puis, il y a eu aussi, même sur les scrutins de liste, il y avait eu un article du Monde sur le Sénat, des petits arrangements avec la parité. Ces petits arrangements avec la parité, c'était quand il y avait, souvent, il y a 2 ou 3 postes sur un département pour aller au Sénat. Seulement avec les scrutins de liste, la deuxième, je dis la deuxième parce que c'était rarement les femmes en tête déjà, deuxième c'était une femme, donc quand il y avait 2 postes c'était un problème, c'est-à-dire que le deuxième homme, il avait de fortes chances de ne pas être désigné. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a vu une multiplication des listes dissidentes, ce qui fait que celui qui aurait dû être 3e se retrouvait en fait 2e élu, en étant en tête d'une autre liste. Ça fait l'objet d'une étude publiée dans Le Monde qui a fait que la parité n'a évidemment pas été trouvée au Sénat. Donc il y a des arrangements au sein des partis, des stratégies de contournement, l'attribution de circonscriptions dans les partis politiques. Les circonscriptions sont plus ou moins gagnables. On le sait, c'est tout à fait étudié par l'histoire même des votes antérieurs. Et donc la répartition était souvent défavorable aux femmes. Et puis il y a la question évidemment du cumul que tu as abordé. Alors, le non-cumul est une des voies pour faire avancer la place des femmes numériquement politique, puisqu'évidemment, plus il y a de cumul, moins il y a de partage du pouvoir. Et on avait en place, en fait, des élus qui avaient des mandats nationaux et locaux, et avec l'historicité de la présence masculine, on se retrouvait avec une situation figée dans le temps et en nous. Donc tout cela fait qu'actuellement, ça n'est toujours pas satisfaisant, simplement d'un point de vue arithmétique, ça n'est toujours pas satisfaisant. Il y a même des régressions possibles. Mais en dehors de ça, en dehors de l'accès, toujours, donc de la question toujours actuelle de l'accès des femmes à la politique, et on l'a vu, j'ai volontairement cité le peu de femmes présidentes d'exécutifs, que ce soit en plus des maires, mais conseils départementaux, conseils régionaux, il y a peu de femmes. Donc sur la nature des mandats, il y a un vrai sujet. Pas de femmes présidentes de la République, 2 femmes premiers ministres, dans les exécutifs aussi. On voit qu'il y a toujours une question. Ce qui fait que le sujet de ce soir a une pertinence encore actuelle, n'est pas un sujet d'historienne et d'historien. Et puis en dehors, il y a l'exercice du pouvoir, ce sur quoi tu nous as beaucoup interrogé et où il y a des témoignages éloquents. Qu'est-ce qui fait que ce sujet est pertinent dans l'exercice du pouvoir? Donc là,
je voudrais qu'on aborde en dehors de cet accès en nombre des femmes, ce qui fait problème, ce qui peut constituer un frein à l'engagement et ce que tu as pu relever dans les entretiens sur la difficulté pour une femme d'exercer un mandat politique ou une fonction politique. Ça peut être aussi chef de parti, même si c'est très rare. Merci. Effectivement, il y a beaucoup d'obstacles, ce qui m'a amené à parler vraiment d'une situation systémique, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, beaucoup des femmes que j'ai interviewées, que j'ai rencontrées, ont partagé la même expérience à plein d'égards. Il y a plusieurs freins à l'accession au pouvoir, d'une part, on en a parlé, il y a ce manque d'investiture de la part des partis politiques, et je tiens à préciser et à souligner le fait que les partis politiques jouent un rôle fondamental. Ils sont, disons, la courroie de transmission entre le peuple et les élus, et ils sont ceux qui décident de qui aura la chance ou non de se présenter. Donc c'est assez fondamental. Et je précise aussi que, notamment dans un certain nombre de pays scandinaves, dans les pays scandinaves pour la plupart en réalité, la parité a été acquise non pas à travers des lois, mais à travers la volonté et le fonctionnement des partis. C'est-à-dire que ce sont les partis qui se sont saisis de cette question. Et ça, c'est assez important. Voilà, une petite parenthèse, mais qui est néanmoins assez significative. Pour ce qui est effectivement de ces freins à l'accession au pouvoir, il y a le fait que la politique est en réalité un territoire hostile pour toute personne socialement dominée, et plus particulièrement pour les femmes. Et je m'explique, c'est un milieu qui est violent, qui est dominé par des codes virilistes, d'où l'importance de le dégenrer, où les femmes sont malmenées, font souvent l'objet de harcèlement, de violences. Il y a de nombreuses violences sexuelles et sexistes en politique. J'avais notamment interviewé une élue de la mairie de Paris, de la ville de Paris, qui m'avait dit qu'elle avait été auditionnée par une sénatrice qui souhaitait mettre en place au sein du Sénat une cellule de lutte contre les violences sexuelles et sexistes et cellule de lutte contre le harcèlement. C'était relativement récent, dans les années 2000. Cette sénatrice lui a dit que la situation était dramatique et qu'il fallait agir de toute urgence, puisqu'au sein même du Sénat, les sénateurs parlaient, pour beaucoup, de droit de cuissage à l'égard de leurs collaboratrices. Voilà. Et on n'est pas au Moyen-Âge. Donc c'est quand même assez... Enfin, voilà, la situation est quand même assez inquiétante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez observé, il y a eu des tentatives de mouvement MeToo en politique. Et alors que le mouvement a pu prendre dans de nombreux domaines, et je pense notamment au domaine de la culture, de l'audiovisuel, du cinéma et autres, des médias aussi, en politique, c'est très difficile. Ça reste très très difficile. Ce mouvement peine à vraiment prendre de l'ampleur, car les violences sont vraiment omniprésentes et constituent encore le quotidien de nombreuses femmes, au sein notamment des institutions. Donc voilà, ça c'est un aspect qui est très très important et qui occupe une place quand même assez importante dans cet ouvrage. Il y a aussi le fait qu'on renvoie toujours aux femmes leur incompétence, présumée, bien évidemment. Donc du coup, lorsqu'une femme veut être investie ou accéder à une fonction politique quelconque, elle doit faire beaucoup plus d'efforts et montrer à quel point elle est compétente, puisqu'elle a cette présomption d'incompétence qui pèse sur ses épaules. Et ça, c'est un frein qui est très 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 important, et sur lequel je crois que Martine a envie de s'exprimer. Je le sens. Voilà, il y a ça. Il y a aussi quelque chose qui est assez symptomatique du monde politique, qu'on renvoie, et d'où la nécessité de dégenrer la politique, encore une fois, l'exercice du pouvoir,
qu'on renvoie systématiquement les femmes à des sujets assez essentialistes. Vous le verrez dans les élus de votre commune, de vos villes et autres communes où vous résidez certainement. À la petite enfance, c'est rarement des hommes. Hein. Voilà, vous l'aurez vu. Aux finances, rarement des femmes. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu démotivant, puisqu'on a le sentiment, enfin moi typiquement, si on me met à la petite enfance, je ne vais pas être très efficace, hein, ça c'est sûr. Je n'ai pas d'enfant, je ne connais pas très bien le sujet. Je ne dis pas que je serai meilleure en finance, hein, ça non, mais peut-être que je peux être utile et faire valoir mes compétences dans d'autres domaines, l'urbanisme ou j'en sais rien, bref. Donc du coup, ça c'est vrai que c'est aussi un frein, puisque finalement, les femmes ne sont pas forcément placées là où elles sont compétentes et là où elles ont envie, en fait, de faire changer les choses. Et un point aussi que je voulais quand même aborder, c'est la réalité de l'exercice du pouvoir lorsqu'on y met les pieds. Parce que c'est pas tout d'y accéder à ces fonctions, c'est aussi un vrai challenge que de s'y maintenir. Et je ne veux pas essentialiser, c'était vraiment toute la difficulté aussi de cet ouvrage. C'est pour ça que j'ai nommé de nombreuses interviews pour dresser pour avoir le regard le plus objectif possible et ne pas tomber dans ces logiques d'essentialisation. Mais je me suis rendu compte que toutes les personnes que j'ai interviewées ne font pas de la politique pour la carrière. Beaucoup de femmes, très peu, hein. Il y en a quelques-unes, mais ce sont des exemples quand même assez le nombre n'est pas significatif en l'occurrence, en tout cas parmi les interlocutrices que j'ai eues. Et je me rendais compte que l'engagement politique des femmes était souvent l'aboutissement d'un engagement préalable, qu'il soit associatif, mais aussi, disons, au sein d'une communauté qui peut être, par exemple, j'ai remarqué, à titre d'exemple, que beaucoup de femmes qui se sont engagées en politique au niveau local, notamment, étaient représentants d'associations de parents d'élèves, des choses comme ça. Donc ce sont des personnes qui ont déjà une importance dans la vie de la cité. Elles jouent déjà un rôle important. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas des hommes, mais ce que je veux dire, c'est que souvent un homme a plus de facilité à se projeter dans une logique de carrière qu'une femme va peut-être vouloir essayer, voir, mais ne se projette pas réellement dans une logique de carrière. Et pour vous dire, lorsqu'elles le font, elles sont souvent très déçues. Après avoir échangé avec Edith Cresson, rétrospectivement, je me rends compte que finalement, la chose qui m'a le plus touchée et qui m'a le plus marquée, lorsque je me suis entretenue avec elle, c'est quand je lui ai posé la question de savoir si elle avait eu le sentiment d'avoir eu du pouvoir. Elle m'a dit jamais, lorsqu'elle était première ministre. En revanche, lorsqu'elle était élue locale, elle m'a dit là, oui, j'avais le sentiment d'avoir du pouvoir. Mais pourquoi ? Parce que peut-être que les hommes et les femmes ont une conception différente du pouvoir. Et peut-être que nous aussi, nous devons collectivement changer notre rapport au pouvoir et notre conception du pouvoir. Très souvent, on imagine le pouvoir comme étant la faculté de dominer, la possibilité de décider en écrasant l'autre et vraiment de manière assez verticale et excluante. Sauf qu'en réalité, quand on regarde la définition même du pouvoir, du terme pouvoir, dans n'importe quel dictionnaire, c'est avoir les moyens d'agir. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc quand on parle aussi de la nécessité de dégenrer le pouvoir, c'est aussi avoir un nouveau regard sur le pouvoir qui nous permettrait de sortir de cette association systématique que l'on fait entre pouvoir et domination, qui finalement a des effets assez délétères, non seulement dans l'exercice du pouvoir politique, mais pas que. Ça a des effets dans nos relations professionnelles, ça a des effets dans nos relations intrafamiliales, et ça a vraiment des effets sur l'ensemble, en fait, de nos relations humaines. Donc ça, c'est aussi des aspects qu'on peut aborder, j'imagine, au cours de rencontres philosophiques. Il y a un point, c'est vrai, qui est marquant, c'est qu'en fait, c'est cette histoire patriarcale qui a exclu les femmes, elles se prolongent par la persistance de ce qu'on appelle les stéréotypes.
de genre. Léa l'a évoqué, le fait qu'il y ait extrêmement peu d'hommes en charge de la petite enfance et inversement de femmes en charge des finances ou de l'urbanisme en témoigne. Mais ça va au-delà de ça. J'avais retrouvé des chiffres, je crois que c'était 2016, il y avait dans les adjoints des municipalités 93% de femmes s'occupant de l'enfance, de la petite enfance, des délégations liées à la famille. C'est un peu la même chose pour tout ce qui relève de ce qu'on appelle le care. Généralement, ce sont des femmes, et on voit par contre finance, urbanisme attribué mais systématiquement presque aux hommes. Donc on a la persistance en fait d'une conception, d'un prolongement de la séparation entre la sphère privée réservée aux femmes antérieurement et la sphère publique aux hommes dans l'attribution des délégations. Mais ça va bien au-delà de la persistance de stéréotypes et de cette histoire qu'il faut bien reconnaître est profondément patriarcale. C'est vrai sur les violences. Alors les violences, elles prennent plusieurs formes. Ça commence, et on peut tous le voir à l'Assemblée nationale. C'est public, on regarde. Cécile Duflot met une robe à fleurs, elle se fait siffler. Une autre députée à droite a des bruits de poule. Et c'est Laurence Rossignol au Sénat, se fait interrompre par un sénateur qui dit « Mais c'est qui cette nana ?» Bon, il s'est un peu trompé, parce qu'on ne peut pas dire ça à Laurence Rossignol. Elle coupe et elle fait inscrire dans le registre. Mais ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien, au sens où il y a des pratiques ancrées de mépris et de regard un peu suffisants et condescendants sur ce que peuvent faire les femmes élues. Donc Cécile Duflot, c'est quand même assez récent. On ne remonte pas très loin. 2012. Et puis il y a cette présomption d'incompétence. Moi j'ai beaucoup rencontré de femmes qui... j'ai été engagée une dizaine d'années au Parti Socialiste. Et c'est vrai que des femmes, au moment de candidater, disaient « Oui, mais je ne vais pas être capable. Peut-être que j'ai pas... » Ça, je ne l'ai jamais entendu de la part de candidats. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a l'intégration d'une présomption d'incompétence. On s'interroge, on doute de soi. Est-ce que je vais être apte? Et puis, est-ce que j'aurai le temps? Parce qu'il y a aussi la double journée. C'est-à-dire que la non-répartition égalitaire des tâches ménagères fait que les femmes se demandent aussi si elles vont bien pouvoir faire, ce souci de bien faire. Et de bien faire tout. Maintenir la vie privée, mais aussi l'engagement public. Ça, c'est vraiment caractéristique de ce qui peut être un frein, ce qui peut constituer un frein à l'engagement. Plusieurs remarques sur cette notion de compétence, moi, que j'ai beaucoup entendu. Notamment quand, avec Barbara Romagnan, on bataillait pour qu'il y ait un non-cumul entre un mandat de député et un mandat exécutif local, ce qui est devenu la loi. Et donc on bataillait et on avait donc beaucoup entendu quand même moi j'étais candidate à des législatives en 2012 et j'ai vu les maires de la circonscription où je candidatais et j'échangeais avec eux sur le temps de présence nécessaire d'un député qui ne permettait pas d'avoir un autre mandat exécutif, sauf à le faire reposer sur des épaules clandestines. Et beaucoup me disaient, oui, mais vous savez, Madame Chantecaille, ce qui compte, c'est la compétence. Donc, il ne faut pas de loi, il ne faut pas interdire. Après tout, ce sera décidé. C'est liberticide d'interdire le cumul et de réglementer. Alors, ça demande d'être interrogé. Ça a été effectivement une controverse assez forte quand les lois sur la parité ont été évoquées et votées. Et donc, il y a eu l'idée que finalement,
la parité mettait en question, remettait en question les compétences. Cette question n'était jamais évoquée quand il y avait 80% d'hommes avant. On ne se disait pas, il y a plein de femmes compétentes qui sont écartées. Mais là, elles surgissaient, automatiquement. Alors, il y a eu des études. Il y a eu des études qui ont été menées sur l'impact des lois en faveur de l'égalité. Et une équipe, par exemple, de chercheurs suédois et anglais étudiait en 2017 l'impact en Suède d'une loi qui datait de 93 sur la parité sur les listes municipales. Et il y avait, ça a permis qu'il y ait 50% de femmes élues contre 35 avant. Et factuellement, ce qu'ils ont montré, si par compétence on entend la qualité du travail effectué, et puis aussi le niveau, par exemple, de diplôme, c'est que globalement, la qualité moyenne des politiques, je les cite, a augmenté car des hommes moins qualifiés avaient été écartés alors qu'ils étaient avant reconduits systématiquement. Donc leur constat, il y a eu la même chose en Italie, même constat, les femmes élues grâce à la parité n'étaient pas moins diplômées et moins compétentes. Et la femme dont je vous parlais hier que j'ai rencontrée me disait qu'elles étaient 2 femmes, donc en 71 élues, dont une bachelière, ce qui était très rare, il n'y en avait pas d'autres au sein du conseil, mais elle avait la moitié de l'indemnité. Elle était moins compétente. Donc la notion même, et puis à l'Assemblée nationale en France, il est facile, et des études l'ont montré, de voir que les femmes sont aussi actives, déposent autant d'amendements, agissent autant dans leur circonscription que les hommes. Donc il n'y a pas d'objectivité à cette notion de compétence. Et puis la notion même de compétence, alors, d'abord on peut se demander de quelles compétences on parle quand on parle d'élus. Est-ce qu'il s'agit des diplômes? Est-ce qu'il s'agit d'une expertise? Est-ce qu'il s'agit d'une façon d'être? Savoir écouter, savoir relayer, savoir représenter, avoir une vision. Et puis, est-ce que la notion même est pertinente? Parce qu'enfin, est-ce qu'il n'y a pas une confusion des genres d'un autre type? Confusion des genres entre ce qu'est un ou une élue, et donc la politique, qui est le politique, et puis la profession, et puis l'expertise, et finalement la technique. Donc là, on touche avec la notion de compétence, la conception même qu'on se fait de la vie démocratique et du rôle que doit avoir un ou une élue. Donc cette notion-là, je pense qu'il ne faut pas la laisser passer comme si c'était quelque chose de banal ou d'évident. Non. Alors les femmes ne sont pas moins diplômées, moins actives, et elles ne sont pas loin de là celles qui écoutent le moins, qui travailleraient le moins leur dossier, mais en plus, parler de compétences, ça, c'est parfois très loin de l'idéal démocratique. Un élu peut se former. On a des formations pour ça. On n'a pas à être expert quand on est élu au sport, on n'a pas à être sportif. Ce qu'on doit, c'est avoir une conception de ce que doit faire, une vision de ce que doit être la politique du sport. Ça n'a rien à voir. Et on n'a pas, à avoir une compétence non plus pour la petite enfance, par exemple. C'est-à-dire qu'on a une vision, et puis on va la mettre au service d'un sujet. Donc voilà, je pense que ça freine des femmes qui se disent « mais suis-je vraiment compétente ?» qu'en fait, la notion elle-même est plus problématique qu'évidente. Donc sur cette représentation, ça montre aussi la force des obstacles qu'il y a. Alors il y a les enjeux, donc si on peut terminer sur ce point-là, les enjeux de la question et puis les voies. Les enjeux, il y a une phrase de Michel Perrault, l'historienne, qui disait ceci, pourquoi la parité?
parce que la justice faite aux femmes comme genre dominé est flagrante, parce que la politique est non seulement un bastion qui leur résiste, mais le moyen et le symbole de leur oppression, la loi a le pouvoir et le devoir d'apporter un correctif. Il y a cet enjeu, mais on peut, je crois, on doit clarifier que ce n'est pas le seul enjeu. C'est aussi la manière de concevoir le pouvoir. Alors comment concevoir autrement le pouvoir? J'ai parlé du non-cumul des mandats, du partage du pouvoir. Je voudrais que tu nous dises quelques mots pour terminer sur ces enjeux autour de la question de la place des femmes en politique. Merci. Alors, effectivement, là, on arrive à la partie plus positive, où on peut se poser la question de savoir, voilà, après cet état de fait, que fait-on pour modifier la situation et faire en sorte que l'exercice du pouvoir ne soit pas un exercice dominant, excluant, vertical. Ce qui est assez néfaste et qui a des répercussions, bien entendu, puisque toutes les femmes n'ont pas une manière, virile d'exercer le pouvoir. Et beaucoup sont contraintes d'adopter ces codes. Tous les hommes n'ont pas non plus une façon viriliste et dominante d'exercer le pouvoir, mais il n'en demeure pas moins que la politique a été conçue pour les hommes et par les hommes avec ces codes-là. Et le fait que ce soit resté pendant très longtemps et que ce soit encore un domaine dominé par ces codes et par la présence quand même assez écrasante de personnes genrées au masculin, fait que les codes ont du mal à évoluer et à changer. Et que certaines femmes ont tendance aussi à répéter ces codes. Voilà. Donc moi, non seulement je fais un plaidoyer pour qu'il y ait davantage de femmes en politique, mais pas toutes, hein. Voilà. Dans le sens où il faut, je pense, apporter un regard féministe sur la politique, et en ce sens, avoir un regard qui permette justement de déconstruire les rapports de domination. Et c'est pour ça que finalement, la dernière partie de l'ouvrage, c'est une volonté un peu hypocrite de ma part, mais c'est pour vous emmener tout doucement, avec ma main, vous prendre par la main tout doucement et vous emmener vers l'issue qui est, certes, il faut plus de femmes, mais il faut surtout plus de féministes. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Que ce soit clair. Mais effectivement, il y a ça. Et avoir une approche donc non genrée, ou en tout cas dégenrer le pouvoir et déconstruire le pouvoir de ces codes virilistes pourrait effectivement avoir quand même quelques aspects assez intéressants pour notre démocratie et peut-être la sauver. Déjà, si on s'inscrit dans une démarche moins exclusive et moins excluante, on répond davantage à la promesse de ce qu'est la démocratie. L'idée étant effectivement d'avoir une représentation qui soit plus proche du peuple, d'une part, mais qui permette aussi de diversifier les profils qui accèdent aux responsabilités politiques. Et c'est quand même ça la plus belle promesse de la démocratie, et d'embarquer vraiment tout le monde. Puisque nous sommes de fait dans une démocratie qui est représentative, donc nous ne pouvons pas toutes participer, tous et toutes, pardon, à notre niveau. On peut avoir l'illusion de participer à travers cette fiction qui est l'élection, mais la réalité fait que lorsqu'il s'agit effectivement de véritablement participer à l'exercice du pouvoir, c'est quand même ça reste assez limité. Donc réfléchir à des mécanismes innovants en termes de démocratie, c'est aussi se poser la question de savoir comment fait-on pour que le pouvoir soit moins excluant et exclusif, d'une part. Et puis il y a des éléments aussi très pratiques que l'on peut mettre en place rapidement pour faire en sorte que les femmes puissent accéder à l'exercice du pouvoir et à des fonctions politiques. On parlait tout à l'heure de la répartition des tâches, qui est un aspect très important. Et je nommerai ici
la philosophe Silvia Federici, qui a beaucoup travaillé sur philosophe donc féministe matérialiste, qui a relu et réinterprété Marx avec un regard féministe, et qui fait notamment, qui a beaucoup théorisé la question du travail reproductif, et qui montre qu'en fait ce travail reproductif qui est fondamental à notre société, tout autant au capitalisme que le travail productif, puisque c'est le travail reproductif qui permet d'assurer le travail productif, donc tout est lié. Ce travail-là, s'il n'est pas partagé, puisque c'est le cas aujourd'hui, alors on a beau nous dire que les choses s'améliorent, etc., bon, c'est peut-être pas totalement faux, mais enfin, c'est pas totalement parfait, on le sait bien. Et les femmes continuent, au sein des foyers, pour la plupart dits hétérosexuels, et des cellules intrafamiliales sous le modèle du couple hétérosexuel, continuent à assurer la majeure partie des tâches du travail reproductif. Et ça, c'est un frein, mais c'est certainement d'ailleurs l'un des plus importants freins à l'exercice de n'importe quelle activité pour une femme, et notamment l'exercice d'une activité politique. Pour la bonne et simple raison que la politique, ça demande beaucoup de temps. Et c'est du temps formel, au sein des partis, les réunions de section, les réunions de commission, les ceci, les cela, les congrès, mais c'est aussi beaucoup de temps informel. Le petit verre de vin que vous allez boire avec votre collègue à la fin de la réunion, qui va peut-être être assez décisif d'ailleurs dans votre investiture quelques semaines plus tard. Donc la politique est vraiment investit énormément le temps informel. Et ce temps informel, le temps libre, finalement, les femmes en disposent assez peu. Et c'est d'autant plus injuste et inégal pour les femmes qui sont en situation de monoparentalité. Beaucoup de femmes que j'ai rencontrées pour cet ouvrage m'ont avoué ne pas avoir pu faire de la politique jusqu'au moment où leurs enfants avaient quitté leur foyer, puisqu'elles n'avaient pas forcément les moyens pour certaines de les faire garder, puisque bon, il y a évidemment des discriminations qui s'accumulent, et bien entendu, si vous êtes une femme dans une situation relativement précaire, en situation de monoparentalité, il est difficile de faire garder vos enfants, et donc il est difficile d'assister aux petits pots, aux vœux, au ceci, au cela, parce qu'en fait, il y a des trucs tout le temps en politique. Et si vous n'êtes pas là, vous ne construisez pas votre réseau. Et si vous n'avez pas de réseau, vous pouvez complètement oublier votre carrière politique. Donc il y a des petites choses comme ça sur lesquelles il y a des partis qui s'organisent. Là, je parlais, la semaine dernière, j'étais invitée par une section locale de Europe Écologie Les Verts, qui me disait qu'ils commençaient à s'organiser pour avoir une garderie le soir, lorsqu'il y avait des réunions de la section. Donc il y avait 2-3 membres de la section qui s'occupaient des enfants, et ça tournait. Donc ça, c'est vraiment une chose assez intéressante à mettre en place. En plus, ça crée du collectif, le partage des tâches de reproduction, justement, qui est collectivement assuré par des membres de la section. Je trouvais ça très intéressant. Donc, en fait, il y a aussi ces réalités-là sur lesquelles il faut impérativement... alors, c'est peut-être moins philosophique, certes, mais ça, en réalité, ça l'est fondamentalement. Et c'est des choses sur lesquelles il faut impérativement arriver à avancer. Il y avait eu un temps... le projet de mettre en place une garderie à l'Assemblée nationale, une crèche à l'Assemblée nationale. Ça a finalement capoté, mais ça aurait été vraiment une belle avancée. Donc voilà, il y a aussi ça. C'est au-delà de quelle place fait-on aux femmes politiques, la question qu'on doit se poser collectivement aussi, c'est quelle place fait-on aux femmes dans la société, et comment peuvent-elles avoir celle qu'elles méritent pleinement. Voilà, je crois que c'est ma conclusion. Merci beaucoup.